Bienvenue sur RP Média. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Assa Traoré. Plus besoin de la présenter. Les événements de la vie ont fait que tout le monde a entendu parler d'elle. Elle est très médiatique. Aujourd'hui, elle porte un habit pour lequel elle n'était pas forcément destinée. Par la force des choses, elle est devenue militante. Elle est devenue représentante d'une cause, celle des personnes victimes de bavures policières et des choses dans ce genre-là. Donc nous la recevons aujourd'hui pour revenir sur plus de 3 ans de combat. Comme je vous l'ai dit, sa vie a basculé. Bonjour Assa. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Merci de venir sur RP Média. Moi je dirais merci à vous de faire votre travail correctement parce qu'il n'y a pas un seul événement, il n'y a pas une seule manifestation où vous n'êtes pas là avec votre caméra pour véhiculer et faire passer le message. Et aujourd'hui dans le combat on en a besoin. Quand on regarde comment le combat d'Ama a commencé, les médias c'était très compliqué, mais vous avez porté le combat depuis le début jusque là et presque à 4 ans du combat on y est encore. Donc je dirais que vous êtes même une prolongation de ce combat. Merci à vous de le porter à nos côtés. Nous sommes honorés. Il faut surtout dire merci à Moussa Mansa. C'est lui qui a fait tous les grands déplacements. C'est lui, dès les premiers jours, il s'est senti concerné. Et donc, il représentait le média sur tous les événements où on parlait de Assa Traoré. Donc, et de Adama Traoré aussi qui vous a suivi. Et je sais que tu es passé sur beaucoup de médias, beaucoup de choses ont été dites. Mais moi, c'est la dimension humaine de cet événement-là, de ce drame-là qui m'intéresse aujourd'hui. Et on va dire une jeune dame tranquille qui vivait sa vie comme toutes les jeunes dames de ton âge, avec une famille, avec les liens que toutes les familles peuvent avoir. Et un beau jour, on vous a enlevé un frère. Et comment déjà la famille, je suppose que ça a eu un impact phénoménal sur la famille. En quoi ça a changé votre manière de vous regarder avec votre maman, avec les frères et tout le monde? Déjà, pour rentrer, avant de rentrer dans cet aspect-là, je ne peux pas le faire sans raconter ce qui s'est passé ce 19 juillet. Ce jour-là où quand mon frère va mourir, pour que vos auditeurs en tout cas puissent comprendre exactement quel est notre combat et l'impact que ça a pu avoir aujourd'hui sur notre vie presque 4 ans après. Mon frère va mourir le 19 juillet 2016, le jour de son anniversaire, le jour de ses 24 ans. La journée de mon frère, elle commence à 10 h du matin, quand ma mère va l'appeler quand elle est au travail et qu'elle va dire à Adama, joyeux anniversaire mon fils, et ta pièce d'identité elle est prête, tu peux aller la chercher à la mairie de chez nous. Il faut savoir que cette pièce d'identité sera un élément important sur cette journée du 19 juillet. Et ce jour-là, Adama, c'était son anniversaire. Il avait juste envie de faire un tour de vélo. Il va mettre son bob, sa chemise à fleurs et son bermuda et il va sortir et il va aller se balader. Et quand il va aller se promener pour faire ce tour de vélo-là, il va croiser mon frère Bagui qui subit un contrôle d'identité sur une terrasse de café. Et là, il se souvient qu'il n'a pas sa pièce d'identité. Il faut savoir que la pièce d'identité va être un élément de survie dans la mort de mon frère. Ce jour-là, mon frère n'avait pas son bouclier. Ce jour-là, mon frère n'avait pas son gilet pare-balles. Et il faut rappeler un fait très historique qui concerne nos ancêtres à nous, c'est que le passeport français a été créé pour l'esclave noir. Il a été créé pour l'esclave noir et l'esclave noir pouvait sortir dans la rue. Quand il sortait dans la rue sans ce passeport, on avait le droit de l'abattre. Mon frère va sortir ce 19 juillet sans ses papiers et on va l'abattre. Mon frère va mourir ce jour-là. Et il va aller près de cette mairie où il va pédaler à toute vitesse quand il va les voir pour aller à la mairie. Il va se faire violenter, il va se faire tabasser. Un individu va tenter de sauver mon petit frère parce qu'il voit qu'il se fait frapper parce que les gendarmes sont en civil et Adama va aller se réfugier dans un appartement qu'il connaît. Et c'est là que tout va se passer. Ce jour-là, dans cet appartement, Adama va rentrer et il va se cacher sous un drap, il va se mettre le ventre contre le sol. Et les gendarmes vont rentrer. Mon frère n'est pas un surhomme, mon frère ne traverse pas les murs et mon frère n'était surtout pas armé. Mais ce jour-là, mon frère va porter le poids de 3 hommes sur son corps. Ce que je vous dis là, c'est ce qui ressort de la première audition des gendarmes. Adama va porter plus de 250 kg. Adama va subir un plaquage ventral. Mon frère, ils vont écraser la cage thoracique de mon frère. Ils vont ensuite emmener mon frère jusqu'au véhicule de la gendarmerie
Et mon frère va leur dire, je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer. Mon frère va uriner sur lui, va piquer de la tête et ils ne vont pas l'emmener à l'hôpital. Ce jour-là, ils vont avoir un droit de mort sur la vie d'Adama Traoré. Ils vont décider que mon frère allait mourir parce qu'ils étaient à peine 200 mètres de l'hôpital et ils ne vont même pas l'emmener à l'hôpital. Ils vont jeter dans cette cour de gendarmerie où, quand les pompiers vont arriver, Adama les menotte au poignet, dans le dos, ventre contre le sol, donc il n'est pas en position de PLS. Donc ils n'ont pas pu lui apporter les premiers soins comme les gendarmes l'ont affirmé. Il faut préciser que les gendarmes sont des militaires formés à sauver toute vie humaine dans le monde. Et ce jour-là, ils ne vont pas sauver la vie de mon frère. Quand les pompiers vont arriver, ils vont dire « retirez-lui les menottes ». Les gendarmes vont dire non. Les pompiers vont devoir insister et la mort de mon frère sera officiellement déclarée à 19h05. Ils vont laisser mourir mon petit frère. Ils auront eu un droit, un droit de mort sur sa vie le jour de ses 24 ans, le jour de son anniversaire. Et bien évidemment, la journée va continuer pour nous, hein. Moi, j'étais pas là. Je suis éducatrice en prévention spécialisée à Sarcelles. J'étais partie un jour avant au séjour en Croatie. Et pour vous échanger, les derniers mots que j'ai pu échanger avec mon petit frère, c'était le 17. C'était le 17 juillet, quand j'ai déposé mes enfants. Je suis mère de 3 enfants chez ma mère. Et en partant vers 17h, c'était le seul que j'avais pas vu, donc je l'appelle. Je lui dis ah, Adama, je voulais te voir, t'es pas encore monté, il faut que je parte, je voyage, je pars avec mon travail en Croatie. Et il me dit ah, j'ai pris la route, je suis parti à Paris avec mes amis, nous on est à plus de 50 km. Et il me dit est-ce que tu veux que je revienne? Je lui dis non, non, reviens pas, c'était juste pour te faire un bisou, pour dire que je pars. Et ça a été le dernier mot. Et ça a été nos derniers échanges. Et je lui dis bon, bah, je t'ai commandé un cadeau qui arrive mercredi. Ce cadeau est bien arrivé le mercredi. Et je pars. Et avant de partir, je sors de mon quartier, je vois les gendarmes arriver. J'appelle ma mère, je lui dis ah, dis aux enfants de monter. Les gendarmes rentrent dans le quartier parce qu'on subissait un acharnement, même dans le quartier, de la part de ces gendarmes. Et mon frère va appeler mes autres frères et ils vont monter. Et quand Adama va mourir, moi je ne suis pas là. Et dans cette journée du 19 juillet 2016, quelqu'un va venir voir Samba, mon frère, et va dire à Samba, on a entendu dire qu'Adama avait fait un malaise, allez voir s'il n'est pas à l'hôpital. Mon frère et ma mère vont aller à l'hôpital. Il faut savoir que chez nous, il y a 2 mamans. Il y a Mama, que nous tous appelons Mama, et il y a Tata, la mère d'Adama, que nous tous appelons Tata. Et donc Mama et Samba vont aller à l'hôpital tout de suite et il n'y a pas d'Adama. Ils vont appeler tous les hôpitaux des alentours, il n'y a pas d'Adama, et Samba va appeler les pompiers qui vont basculer directement vers la gendarmerie, chose d'anormal. Donc Mama va appeler Tata. Ça veut dire que les pompiers savaient, ils n'ont pas voulu le dire, ils ont laissé l'opportunité à la gendarmerie de le dire. Très bien, c'est ça. Donc Mama va appeler Tata qui était au travail, elle va lui dire ne viens pas jusqu'à l'hôpital, comme tu passes par la gendarmerie, arrête-toi à la gendarmerie, il se passe quelque chose de pas normal. Tata, aux alentours de 21h, va sonner à la porte de la gendarmerie, elle va dire j'ai entendu dire que mon fils avait fait un malaise, j'aimerais le voir. On va dire madame, il fait tard, votre fils va très bien. Vous alors ne pouvez pas. qu'il savait qu'il était déjà décédé. C'est ça. Elle va dire est-ce que vous avez appelé un avocat? On va dire madame, si votre fils a besoin d'un avocat, nous appellerons un avocat. Et elle va dire cette phrase qui va prendre sens aujourd'hui. Elle va dire si il arrive quelque chose à mon fils, je porterai plainte contre vous. Et son instinct de mère fait que ce jour-là va rester. Adama avait déjà fait de la garde à vue, mais ce jour-là, elle ne part pas. Un quart d'heure après, mon frère Chekne va porter 3 sandwichs. Un pour Adama, un pour Bagui et son ami qui s'était fait interpeller plus tôt dans la journée. Les gendarmes vont prendre les sandwichs. Mais le bruit va courir dans notre quartier. Vous savez, nous on vient de Beaumont, c'est une toute petite ville de moins de 10 000 habitants. Les villes limitrophes, en disant qu'il se passe un problème avec Adama à la gendarmerie. Les habitants, les amis, mes frères vont venir devant cette gendarmerie. Aux alentours de 23h, mon petit frère Yacouba va mettre le pied devant la porte de la gendarmerie, voir un gradé et va demander à voir le gradé. Le gradé va le faire rentrer avec Tata. Et c'est là qu'on apprend et on va leur dire, si on vous dit quelque chose, est-ce que vous n'allez pas mal le prendre? Et c'est là qu'on apprend que mon frère va mourir en plein milieu de la cour de la gendarmerie. Ma mère va se jeter au sol. Mon frère va hurler, se jeter par terre. Ils vont les sortir en gazant devant la porte de la gendarmerie et gazer toutes les personnes qu'il y a devant. Et il faut savoir qu'à l'heure où je te parle, que depuis le combat de mon petit frère, on a enfermé tous mes petits frères. Peut-être qu'on reviendra sur mes frères avant. Bah justement, comment votre maman vit? Est-ce que c'est toujours la même maman? Est-ce qu'il y a des moments où vous parlez d'autre chose, ou chaque fois c'est du Adama, c'est le procès des autres frères emprisonnés? On ne peut pas ne parler d'autre chose.
aujourd'hui, notre vie a complètement basculé, notre vie a complètement changé. Quand mon frère va mourir, on va pleurer, on va même pas pleurer 24 heures. Tout de suite, il fallait. Moi, j'étais en Croatie, j'ai pris l'avion. De la Croatie, j'ai appelé des journalistes, j'ai pris mon téléphone et j'ai dit que la mort de mon frère ne resterait pas un fait divers. Pour moi. Mais justement, toi, on se tutoie. Hein. Tu n'étais pas militante comme on te connaît aujourd'hui. Pas du tout. J'ai pas. Même aujourd'hui, je suis pas une militante. Hein. Je suis la sœur d'Adama Traoré. Mais je veux dire, voilà. on sait que tu fais beaucoup de choses avec Almami. Kanouté, lui, on sait que c'est quelqu'un du terrain qui se mobilise pour beaucoup de choses. Moi, j'avais jamais entendu parler de Assa Traoré avant ces événements. Non. Et j'ai comme l'impression que tu as toujours fait ça. Pas du tout. Moi, j'ai toujours milité pour ma famille, pour mes frères. C'est l'amour pour un frère qui t'a conduit à devenir aujourd'hui une icône. Enfin, je veux dire, quasiment l'image de ce combat-là. Chez nous, on est très proches. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de lire le livre Lettre à Adama. Je l'avais, mais je l'ai donné à une maman, à la mère à la femme de Cédric Chouviat qui est mort il y a quelques jours. On va arriver sur ces côtés-là. Dans ce livre, on parle de ma famille. On parle de qui on est. Tu sais, ce combat, on ne peut pas le mener sans savoir qui on est, d'où on vient. L'histoire de mon frère, elle ne commence pas le 19 juillet 2016, mais l'histoire de mon frère, elle commence le 19 juillet 1992, quand il va naître dans cet hôpital à Paris avec sa sœur jumelle Awa. L'histoire de mon frère, elle commence quand mon père va quitter notre village Laranguemou à l'âge de 17 ans, dans la région de Caille, à 17 ans, sac à dos au dos, en pleine nuit, parce que son père ne voulait pas qu'il quitte, qu'il aille marcher, comme je reprends l'expression, comme on dit chez nous. Et il va traverser plusieurs pays d'Afrique et d'Europe pour venir construire sa famille. L'histoire d'Adama Traoré, c'est aussi mes grands-parents qu'on va aller chercher en Afrique et qui vont faire la guerre 39-45. J'ai un de mes grands-pères qui va mourir sur le sol français. J'ai un de mes grands-pères qui va mourir, qui va rentrer avec une jambe en moins au Mali. L'histoire d'Adama Traoré, c'est tout ça. L'histoire d'Adama Traoré, c'est quand mon père va arriver en France et va épouser 2 femmes blanches. Et j'ai aujourd'hui 5 grands frères et 2 grandes sœurs. Et que quand il va se séparer, il va épouser Tata et Mama. Mais notre famille, elle a été construite dans une bienveillance. Mon père a fait en sorte qu'il n'y a pas de demi-frère ou de demi-sœur. Nous sommes tous frères et sœurs. Tu sais, moi, quand j'étais plus jeune, j'allais en vacances chez l'ancienne femme de mon père, Françoise. Par exemple, moi, toutes mes vacances, je les ai faites à Bordeaux. Et mes grands frères ont été élevés par ma mère. Et quand ils viennent à Paris, ils viennent chez ma mère. Quand j'ai eu ma première fille, Françoise va faire 600 km avec une chambre complète pour ma fille. Ça, c'est la famille Traoré. Et quand on va tuer mon frère, la famille Traoré, on va faire bloc. Et je pense que c'est pas ce qu'ils avaient imaginé. Ils n'avaient pas prévu qu'il y avait une famille Traoré qui allait porter le nom de mon frère. Parce que tout de suite, on va criminaliser mon frère. Les gens... Justement, avant d'en arriver là, aujourd'hui, tu dis que tu as 3 enfants. Tu as un mari. Quel a été l'impact de tous ces événements-là? Parce qu'aujourd'hui, tu es sur les plateaux télé, tu réponds des sollicitations. Et comment ça a chamboulé ta vie avec tes propres enfants? Qu'est-ce que tu leur as dit? Tonton n'est plus là, ton mari, qu'est-ce qui a changé? La seule chose qui a changé, c'est que je ne travaille plus. Il fallait faire un choix. C'était soit j'allais travailler et je m'occupe de l'affaire de mon frère à 20%, ou soit je m'occupe de l'affaire de mon frère à 100% et je garde le temps comme avant pour m'occuper de mes enfants. Quand mon frère va mourir, mes enfants étaient là. Mes enfants ont vu les premières larmes et mes enfants sont très proches de leur tonton. Et pour mes enfants, le combat de mon frère ne change en rien sur ma vie. C'est pas un sacrifice, c'est pas un chamboulement. C'est une continuité de notre vie et j'ai envie de dire que le combat de mon frère doit être le combat aussi de mes enfants. Une injustice a été subie par leur famille, par leur oncle, par leur frère, de leur mère et c'est normal. Mes enfants doivent grandir en se disant que l'injustice est interdite pour qui que ce soit. Une injustice a été créée pour leur oncle et cette justice-là, on va se battre dans l'honneur et dans la dignité, on va le faire. Et ça, c'est dans une continuité de notre vie. Là, on est en train de parler, je vais chercher mes enfants rapidement. Et tu as un mari, et forcément, il y a de l'absence, les choses ne sont plus pareilles. Est-ce qu'il t'a suivi depuis le début ou est-ce qu'il y a eu quelques difficultés? Non, pas du tout. Tu sais, moi, mes frères, c'est mes petits frères. Ça veut dire que c'est une prolongation de moi.
C'est comme si c'était mes enfants. Je me battrais. Si je dois choisir, je choisirais mes frères. Je me battrais pour eux. Aujourd'hui, on a tué mon petit frère. On a voulu tuer le nom de mon frère. On a tué mon petit frère, on ne tuera pas son nom. Et donc, j'ai une mise en examen pour cette phrase-là. Et tu sais, si Adama avait été vivant, il aurait fait 10 fois plus que ce que je suis en train de faire, ou 20 fois plus que ce que mes frères ont fait. On doit se battre pour mon frère et on le fera quoi qu'il arrive. Et mon mari, il l'a tout de suite compris, hein. C'est devenu une logique. En fait, il ne faut pas créer une situation dans ce qu'on vit actuellement. Ça devient une continuité et c'est porté par la famille. Et je pense qu'aujourd'hui, si on a autant de force, c'est que la cellule familiale est forte. Et ça, c'est important. Adama a été enterré au Mali. Comment ça s'est passé? Parce que je sais que lorsque ça a été fait, il y a eu un mini tollé avec l'ambassade au début qui avait parlé de passeport périmé et que les parents d'Adama n'étaient plus maliens. Comment les choses se sont résolues plus tard? C'est scandaleux. Ces premiers propos qui ont été dits sont très scandaleux. Et comme j'ai dit au consulat du Mali, il y a eu une très grosse défaillance par rapport à leur comportement et leur attitude. Je suis désolé. La famille Traoré ont eu des enfants qui ont grandi en France. On sait parler français, on connaît nos droits. Mais combien de Maliens sont en France et qui sont là, ne savent pas parler le français correctement, ou ils ont des enfants en bas âge, ou ne connaissent pas leurs droits directement. Le rôle de cette ambassade et de ce consulat, c'est d'envoyer un avocat conseil directement auprès de la famille et d'aller passer leurs condoléances. Et ils ont échoué à ce niveau-là envers ma famille. Mais quand je le dis pas que pour ma famille, parce que moi je sais m'exprimer, je sais dire, mais ça veut dire que d'autres familles peuvent subir d'autres injustices. Et normalement, le consulat doit envoyer un avocat auprès de cette famille-là et de lui apporter des conseils, lui apporter soutien et ne serait-ce que lui apporter des condoléances. Donc quand on va nous sortir un passeport périmé où les parents de Adama Traoré ne sont pas maliens, j'ai juste envie de dire que c'est honteux et que c'est scandaleux. Pour éclairer la partie, quand le passeport est périmé, ça ne met pas fin à votre citoyenneté. C'est pour ça que je dis que c'est scandaleux et que c'est honteux. Ces premiers propos qui ont été sortis alors que ils se sont même pas déplacés à notre domicile sur Paris pour nous apporter les condoléances. Et moi j'ai envie de dire que quand on regarde dans l'article, je ne sais plus si c'est le 1 ou le 8, qui dit que tout enfant né de parents maliens, peu importe où il est automatiquement malien. Les grands-parents de mon grand-père était gouverneur de Caille. Mon grand-père est mort en tant que chef du village. Mon grand-père paternel a fait la guerre sous la dictature de Moussa Traoré. Puisque nous, n'est pas malien. Donc ce sont des propos... Même si tes grands-pères n'avaient pas fait tout ça, vous restez malien. Et d'ailleurs, l'équipe de l'ambassade de cette époque a été changée. Il y a une nouvelle équipe. L'ambassadeur nous suivra certainement cette interview. Et je vous espère que ce type de quiproquo ne se répétera plus. Non, ça ne se répétera pas. Je n'espère pas. Et si ça doit se répéter, même si ce n'est pas pour mon cas, c'est pour ma famille, je serai la première à aller le dénoncer et à soutenir la famille qui subit cette injustice-là. Mais de toute façon, les choses ont été rétablies. Nous avons été reçus par Monsieur le Président Ibrahim Boubacar Keïta quand nous sommes arrivés au Mali. Et il a fait l'honneur et la dignité de ma famille et de ma mère en la recevant, en lui présentant toutes ses excuses et ses excuses par rapport à l'attitude et au comportement qu'il a pu avoir. Et voilà, il se tient informé sur l'affaire de mon frère. J'ai été reçu encore il n'y a pas très longtemps par rapport à la situation de mon frère. Donc oui, donc la situation a été rétablie, mais c'est important que la diaspora française puisse se sentir soutenue par un consulat et une ambassade quand une situation telle que la nôtre ou une autre puisse arriver, qui ait au moins un soutien juridique. Ça, c'est très important parce que tout le monde ne connaît pas ses droits. Moi, la première, je ne connaissais pas mes droits correctement. Et depuis que cette histoire elle a été déclenchée, comme je l'ai dit, toi tu n'as jamais eu de repos. On t'a vu sur tous les fronts, tout ce qui s'est passé en termes d'agression policière, de bavure policière. On a vu une solidarité se former et c'est allé au-delà. On t'a vu avec les Gilets jaunes. J'ai eu l'opportunité de t'interviewer à l'acte 2 ou 3 avec les Gilets jaunes. Comment la solidarité s'est organisée jusqu'à aujourd'hui autour de la question de la violence policière et des bavures policières? Tu sais, avant d'en arriver là, on a dû imposer déjà notre combat. On a dû imposer le combat vérité-justice pour Adama. On a dû imposer la vérité.
quand mon frère va mourir, on va dire qu'Adama est mort sous l'emprise de la drogue, de l'alcool, et parce qu'il avait une infection très grave et de maladies de cause cardiaque. Et on a rétabli la vérité très rapidement avec notre avocat, Maître Yacine Bouzrou. On a fait dépayser l'affaire, on a fait muter le procureur et l'affaire arrive à Paris. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, nous sommes dans une guerre d'expertise avec ce système-là. Et l'avant-dernière expertise va dire qu'Adama Traoré n'avait aucune maladie cardiaque, aucune infection très grave, mais qu'il avait la drépanocytose. Nous allons faire une autre expertise qui va dire qu'Adama Traoré n'avait aucune maladie et qu'il est bien mort asphyxié suite au plaquage ventral subi ce 19 juillet dans l'appartement où mon frère va porter plus de 250 kilos. Et le combat, on va l'imposer. Déjà, on va l'imposer médiatiquement. Parce que quand ça va arriver, médiatiquement, nous n'avons aucune force avec nous. Le dossier de mon frère est vide. Nous n'avons aucun soutien. On va devoir se battre. Et heureusement que nous avons un avocat qui est une machine de guerre, Maître Yacine Bouzrou, qui tout de suite va amener la lumière sur les mensonges. Tout de suite, on va devoir s'imposer médiatiquement. Tu sais, au début, mon frère ne porte même pas de nom. Et je leur ai dit, c'est un jeune homme qui s'appelle Adama Traoré. Et on va instaurer un rapport de force. Donc on va basculer la tendance. Et aujourd'hui, oui, on est reçu par tous les médias, mais ça ne s'est pas fait comme ça. On impose le combat. Un travail de longue haleine. Tout à l'heure, tu as nommé le nom de Almami Kanouté. Almami Kanouté va venir auprès de la famille, comme Samir Eliès, comme Youssef Brakni, comme les copains de mon frère. Il y a vraiment un véritable melting pot à Beaumont, d'origine Champagne, ethnique autour de la question. En fait, tu as réussi à fédérer tout le monde. Aujourd'hui, le combat de mon frère, le combat vérité et justice pour Adama doit être porté par tout le monde. Peu importe d'où tu viens, peu importe ta religion, peu importe tes appartenances, tes croyances, c'est de dire que tu ne peux pas être spectateur de la mort d'une certaine population. Tu ne peux pas être spectateur de certains jeunes de quartiers noirs et arabes qui sont en train de mourir sans que tu puisses la dénoncer. Adama, comme Théo, comme Cédric, systématiquement, on ne sait pas d'où les médias sortent les informations. Nous sommes un média, il y a des informations auxquelles nous n'avons pas accès. Systématiquement, on vient criminaliser la victime. C'est-à-dire que Adama, c'est un dealer, c'est un voleur, c'est un braqueur. La peine de mort est interdite en France. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, on retrouvait Adolf Hitler, on n'a pas le droit de lui ôter la vie. Tu sais, nous sommes dans un système, nous sommes dans un pays qui tolère et qui autorise les violences policières. Moi, je l'ai dit, c'est un système répressif et autoritaire. Pourquoi je te dis ça? C'est que, moi je le dis depuis le début, nous sommes devenus des soldats malgré nous. Parce que la machine de guerre qui est en face a créé en nous des soldats. Cette machine de guerre qui est en face de nous n'a ni sentiment, ni état d'âme, ni remords, où tous les coups sont puissants. Ils ont la police, ils ont la justice, ils ont les prisons. Tout de suite, ce qu'on va faire, on va incriminer mes frères et on va mettre les frères d'Adama Traoré en prison. Tout de suite, ils vont sortir cette machine de guerre. En fait, il faudra rester debout et continuer à se battre. Aujourd'hui, j'ai encore 2 frères en prison. Il faut savoir que Bagui, qui subit le contrôle d'identité sur cette terrasse de café, aujourd'hui est accusé de tentative d'assassinat sur 60 gendarmes suite aux révoltes qu'il y a eu dans notre quartier. On passe aux assises du 15 au 3 juillet. On fera le procès de la justice, on fera le procès de ce gendarme-là, on ne se laissera pas faire. On aura la justice pour Adama, mais ça ne sera pas au sacrifice de mes petits frères. À aucun moment du processus, tu t'es dit, c'est mort, je ne vais pas y arriver. Parce qu'on tue un frère. Pendant que tu es en train de chercher à faire justice pour ce frère, on emprisonne d'autres. Pendant que tu es en train de te battre pour le frère mort, le frère emprisonné, on te colle un procès. À aucun moment... 4 procès. 4 procès. À aucun moment tu t'es dit, c'est mort, je lâche l'affaire. J'ai envie de dire, ce tournant, il faut qu'on le prenne ensemble. Ça veut dire que si on nous attaque, c'est qu'on est fort, c'est qu'on est puissant, c'est qu'on a mis à nu un système répressif et autoritaire, c'est qu'on a mis en première ligne les violences policières et que le comité Adama, le combat Adama est un combat qui est devenu politique, qui a soulevé un peuple, qui a emmené différents soutiens à sa cause et que tout le monde dénonce, que tu viennes d'un quartier, que tu viennes du centre-ville, que tu viennes... Aujourd'hui, le combat Adama est devenu international. On a un comité Adama au Mali, on a un comité Adama au Sénégal, on a un comité Adama à Montréal. Almami Kanouté qui est là est parti représenter le comité Adama au Kenya. On va partout en Angleterre, aux États-Unis. Aujourd'hui, on tire le rideau sur ce qui se passe en France et on dit voilà, chez nous aussi ça se passe comme ça. Adama Traoré et tant d'autres ont été tués dans ces conditions assez barbares comme ça. Et donc si on arrête maintenant, on est dans une guerre.
On est dans une guerre contre ce système, contre cette machine de guerre. Mais dans cette guerre, on a gagné plusieurs batailles. Quand je dis qu'on a gagné plusieurs batailles, c'est que la première bataille, c'est de rétablir la vérité sur les circonstances de la mort de mon petit frère. On a éliminé les causes cardiaques, on a éliminé l'infection trachée, on a éliminé la drépanocytose, la drogue, l'alcool. On a fait virer un procureur, on a fait dépayser l'affaire. Oui, on va mettre les frères d'Adama Traoré parce que le système est répressif et autoritaire. Ensuite, et justement, est-ce que le regard a changé sur ton discours? Parce qu'il y a eu les Gilets jaunes qui ont reproché la même chose. Ensuite, il y a eu la grève générale depuis le mois de décembre. On a vu les bavures policières maintenant, même les médias mainstream en parlent. En fait, les gens sont décomplexés quand ils parlent aujourd'hui de bavures policières, de violences policières. Est-ce que le regard a changé finalement sur le comité justice pour Adama? Je n'ai pas envie de dire ça. Le regard n'a pas changé parce que nous, en fait, les violences que subissent les Gilets jaunes ou les autres manifestations ne viennent pas valider ou enlever le travail que nous on a fait. Pour qu'on puisse aujourd'hui parler autant des violences policières, c'est que le comité Adama fait un énorme travail. On a fait un énorme travail et comme tu disais tout à l'heure, on a emmené plusieurs causes et plusieurs combats. Aujourd'hui, on est sur toutes les causes et sur tous les fronts. On a créé des alliances en disant voilà, vous voulez parler des violences policières, par contre, avant de parler des violences policières, vous allez parler de celles qu'on subit nous dans les quartiers. Donc oui, aujourd'hui, vous la subissez, mais avant de parler de celle-là, il faut absolument parler d'abord d'un historique. Aujourd'hui, ce qu'on subit sont directement les conséquences de l'esclavage et du colonialisme. On a les répercussions directes aujourd'hui sur les quartiers. Donc on ne peut pas parler des violences policières aujourd'hui sans qu'on en parle, sans que vous parliez de ce qui s'est passé avant. Et des personnes se sont engagées, des personnes ont fait des combats politiques bien avant qu'on arrive. Hein. Le comité Adama Traoré n'arrive pas comme ça. Hein. Le MIB, le mouvement des banlieues et des immigrations, a fait un énorme travail. On a la grande sœur Ramata Dieng, où son frère Lamine Dieng s'est fait tuer de la même façon que mon frère, qui a fait un énorme travail. Et oui, nous, on est dans la continuité de tous ces combats-là. Et tu sais, quand tu me dis à Assa Traoré, est-ce que tu veux pas lâcher? Est-ce que pour toi, c'est pas... On vous colle tout ça? Est-ce que tu veux lâcher et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit c'est trop dur pour mes petites épaules, tu sais, je lâche l'affaire? Si je me dis ça... Est-ce que tu te l'es dit? Non, je peux pas me le dire. Je me le dis pas parce que pour moi, c'est inconcevable de me le dire. Déjà pour mon frère, pour Adama, pour mon frère, on lui doit ce combat. C'est pas pour nous, hein. Ouais, c'est clair. C'est pas pour moi. Et si je pense comme ça... Ça coûte beaucoup d'argent, les frais d'avocat, les déplacements, etc. Tu viens de me dire que tu as arrêté de travailler, tu t'occupes à 100% pour que justice soit faite pour ton frère. Et quels sont tes soutiens financiers pour arriver à gérer tout ça? Je vais te répondre à cette question, mais juste avant, pour répondre à ce que tu disais, mes épaules sont obligées de porter ce combat-là, sinon toi et moi, on ne serait pas là. Parce que toi, tu es un homme noir. Moi, je suis une femme noire. Avant, on n'avait pas ces droits. Toi, aujourd'hui, tu as ton média et tu peux m'inviter que moi en tant que femme noire. Et personne ne peut nous l'interdire. Des gens se sont battus pour ça. Des personnes ont été en prison. Des personnes sont mortes. Des personnes ont porté des luttes pour que toi et moi, on puisse avoir ces droits aujourd'hui. Pour que toi, homme noir, tu puisses inviter une femme noire. Et qu'une femme noire comme moi puisse prendre la parole où je veux, dire ce que je veux. Donc, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de lâcher le combat, parce que si on avait fait comme ça, si on avait dit on ne peut pas porter, bah toi et moi on ne serait pas là aujourd'hui en train de parler. Si des gens ne s'étaient pas levés contre l'esclavage, la colonisation, on ne peut pas changer le monde du jour au lendemain, mais moi je veux que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, on puisse parler du combat vérité et justice pour Adama et de dire qu'on a participé à la construction de quelque chose et qu'on a participé de dire que la vie de nos frères vaut d'être vécue, que nos frères ont le droit de participer à la construction de ce monde, que nos frères ont le droit de participer à la construction de cette France et que nos frères ont le droit de surtout participer à la construction de leur propre vie. Donc oui, nous sommes obligés et dans ce combat-là, face à cette machine de guerre-là, bah, nous ce qu'on veut c'est qu'on ait encore plus de guerriers qui se rejoignent à cette bataille parce que la guerre contre cette machine de guerre, on ne l'a pas encore gagnée. Et pour répondre à ta question financière, oui, l'argent c'est le nerf de la guerre. Et en fait, sans argent on n'avance pas. Tu sais, ce t-shirt-là que j'ai, on parcourt plusieurs événements. Le t-shirt, on le fait à 10 €. C'est un t-shirt qui nous permet d'avancer au jour le jour, mais ce n'est pas un moyen financier qui nous permet d'avancer sur du long terme. Tu sais, la dernière expertise, la justice va refuser de la payer. On va devoir la payer nous-mêmes. On va demander des dons que les gens
des gens vont faire pour nous aider, les gens vont acheter des t-shirts. Donc nous on a une cagnotte qui est mise en place, qui est sur Twitter, qui est sur la page La Vérité pour Adama. On va afficher le lien. Les gens peuvent faire des dons, en tout cas peuvent nous aider, mais sans argent on ne peut pas avancer. C'est ça en fait, la seule où on pourrait perdre de la force, ce serait là. Il faut payer les avocats, il faut payer tout ce qui va avec le quotidien. Oui, aujourd'hui on en a besoin pour avancer. Et pour finir, au niveau de la communauté, est-ce qu'il y a une responsabilisation, c'est-à-dire que est-ce que les gens sont en train de s'éduquer pour répondre à tout ce qui pourrait être menace de ce genre-là, comme ce qui est arrivé à ta famille? Est-ce qu'aujourd'hui il y a une organisation où quand quelque chose se passe, est-ce que systématiquement il y a une machine qui se met en route, ou c'est toi qui entends dire que voilà, il y a eu Cédric par-ci, je me lève, je vais voir, il y a eu un tel... Quand tu dis communauté, notre communauté malienne? La communauté noire, pas que la communauté malienne, la communauté noire. Est-ce que la communauté noire est en train de s'éduquer aujourd'hui pour s'armer, pour faire face, déjà pour prévenir ces choses-là et aussi répondre quand ça arrive? Nous, quand on a eu la mort de mon petit frère, cette communauté noire s'est tout de suite présentée à nous, où tout de suite une machine se met en place, où chacun va prendre ses responsabilités et aider à son niveau, dont Almami Kanouté, qui est un activiste sur plusieurs causes, va tout de suite emmener cette main forte. On a Mam Siafa d'Esprit d'Ébène, qui tout de suite aussi va apporter sa cause au combat. Et des personnes comme eux, il y en a énormément. Là, j'essaie de citer que la communauté noire, je ne peux même pas tous les citer. On a Epsilon, Fess et Mas, aussi on a Booba qui a sa caméra qui va venir. Oui, tout de suite, une machine va s'enclencher. Elle a été créée avant qu'on arrive, mais elle se renforce. Et en fait, quand elle se renforce, elle est là. Aujourd'hui, on est là, la preuve. Vous faites partie de cette machine qui s'enclenche pour développer notre combat et développer toutes ces causes-là. Et oui, tout de suite, une machine est mise en place et on essaye d'aller auprès. Et moi, je suis dans la chaîne. Je ne sais plus si Théo a eu lieu après Adama. En tout cas, il y a eu Théo, il y a eu Cédric, il y a eu Mamadouba récemment. Et comment ça se passe? Parce que chaque fois, moi, l'une des premières personnes que je vois, c'est Assa, même eux, de leur propre bouche. On a eu tout de suite Assa. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Notamment à Cédric qui est tout frère là, à sa famille. Qu'est-ce que tu leur dis? Moi, je dis à toutes les familles ce que je dis en premier. Soyez votre porte-parole. Même si Assa Traoré du comité Adama vient, l'impact de vos mots, l'impact de vos sentiments sera beaucoup plus fort que si moi je parle à votre place. Et surtout, ne laissez personne récupérer votre affaire. Ne laissez personne parler à votre place. Soyez votre propre porte-parole et nous, on sera à vos côtés. On sera des soutiens, on vous apportera les éléments tout de suite, ce qu'il faut faire tout de suite. On vous apportera ces conseils-là, mais ce que je leur dis, votre force, elle sera si vous êtes votre propre porte-parole. Je sais que l'émission Click t'avait proposé d'être chroniqueuse. On est bien d'accord. Et est-ce que ta volonté de te consacrer à 100% au projet Adama t'a fait refuser? Tu t'es dit, ça va me prendre du temps. Je ne pourrais pas me consacrer à 100% à mon combat, ou il y a une autre raison qui justifie ton refus d'aller sur Click? Je pense qu'à l'époque, quand il me propose ce poste, ça faisait 4 mois. C'était même pas dans mon esprit. Pour moi, c'était même pas envisageable. C'est d'abord le combat de mon frère. Et tu sais, moi je peux dire répression, je peux dire antidémocratie, je peux dire révolution. Je ne pouvais pas museler mes propos dans un média. Donc même tu penses que si tu étais allé sur Click, tu aurais modéré tes propos? Après, tu représentes quelque chose. Aujourd'hui, même si je ne suis pas sur Click, Mouloud Achour soutient énormément le combat. D'ailleurs, on salue Mouloud Achour. Voilà, Mouloud soutient le combat. Donc même s'il n'y a pas Assa Traoré, un travail et une efficacité est faite au sein de Click. Mais j'avais besoin d'avoir ma parole et de dire ce que je veux, où je veux et quand je veux. Et la preuve, aujourd'hui, j'ai des plaintes, des mises en examen, mais je les assume complètement. Et c'est forte. On l'est ensemble. Si demain,
il y a un procès, le dernier procès, où on lève tout équivoque et on condamne les gendarmes, on reconnaît que ton frère a été assassiné. Juste après, quel est le premier acte que tu fais? J'arrive pas à me projeter aussi loin. J'arrive pas. Pour moi, le plus loin, là, c'est le procès. Après, j'y arrive pas. Très Il faut bien, que ça. j'arrive au procès. En tout cas, merci d'être venu, comme on le dit en soninké, Noari, Andou Baradji. Ara ankan noire. Mais tari nga na irini. On a interview qu'on a yana soninke nyere. Kati kenga na soninke mo. T'as du mal là. Moussa, tu vas me le traduire. Kati kenga. Il y a beaucoup de soninké qui nous suivent, qui vont nous traduire. En tout cas, ça a été un honneur pour moi de t'avoir sur notre plateau. On s'est appelé il y a quelques jours, tu as dit oui, tu es là, ça s'est passé. Et je suis très reconnaissant et je te souhaite beaucoup de courage dans le combat que tu mènes parce que par la force des choses, une maman qui menait une vie tranquille est devenue leader aujourd'hui d'une cause, une cause qui dépasse le cadre de sa famille, qui dépasse le cadre de la France. Je pense qu'à travers le monde, toutes les femmes noires, tous les hommes noirs qui vivent sous l'oppression, qui vivent sur une quelconque injustice, voient en Assa Traoré un modèle et en ça, tu n'as pas le droit de baisser les bras, on te soutient. En tout cas, au Sundaga Dome, Anna Aran Noiri, Anna Barkeraru, Ara Imisokeri, Osuga combat que tout Dome. À Noiri. Merci. Merci beaucoup.